et avant tout comme un calendrier naturel. Avant l'invention des systèmes modernes, mesurer le temps n'était pas une tâche aisée. Il n'existait que deux moyens. Il fallait soit s'en remettre au soleil, soit à la Lune. Pour pouvoir déterminer la date en utilisant un calendrier solaire, comme nous le faisons aujourd'hui, avec 365 jours par an, il faut consigner chacune de ces journées. Ce n'est pas une tâche mince. Comparons maintenant avec un calendrier lunaire. Tout le monde peut dire que la Lune est pleine ou bien nouvelle. Quand vous ne la voyez pas, c'est que c'est la nouvelle Lune. Et si vous l'apercevez, c'est la pleine Lune. Ce n'est pas compliqué. Il y a entre 28 et 29 jours dans un cycle lunaire. C'est plus simple de les compter. Dans la plupart des sociétés, on a d'abord utilisé des calendriers lunaires. Autrefois, les observateurs se sont aperçus que notre voisine avait une influence physique sur la Terre. Elle est à l'origine du phénomène des marées. Imaginons que cette balle de tennis représente la Lune et ce ballon de football la Terre. Les marées sont provoquées par l'attraction gravitationnelle de la Lune. On le voit nettement ici. La Lune attire l'eau de la Terre vers elle. C'est ce qui crée le léger renflement dans la direction de la Lune. Ce qui est moins évident, c'est qu'il y en a un aussi dans la direction opposée à la Lune. Donc, il y a deux marées hautes chaque jour. L'autre marée haute est provoquée par la force centrifuge de la Terre. La Terre et la Lune sont toutes les deux en rotation. C'est cette force qui pousse l'eau se trouvant de l'autre côté à aller vers l'extérieur. Pour illustrer la différence entre marée haute et marée basse, il suffit de se rendre dans la baie de Fundy, le long des côtes canadiennes. L'amplitude de la marée est très importante. Le niveau de l'eau peut baisser de presque 17 mètres. Pour certaines espèces, le flux et le reflux de l'océan créent des abris très utiles. Mais la gravitation exercée par la Lune sur la Terre a surtout pour effet de permettre à toutes les formes de vie terrestre d'exister. Elle stabilise le climat terrestre. Sa force gravitationnelle maintient l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. C'est cette inclinaison qui assure le maintien du cycle des saisons pendant que notre planète, la Terre, tourne autour du Soleil. Si nous n'avions pas la Lune, ou si elle était plus petite par exemple, nous pouvons mathématiquement prouver que l'inclinaison de notre pôle Nord serait largement modifiée. Sur un plan allant de 0 à 90 degrés, l'inclinaison de l'axe terrestre est de 23,5 degrés. Il changerait de façon anarchique. La Lune joue un rôle important dans la stabilité de l'axe de rotation de notre planète et par conséquent sur notre climat. Au fil des millénaires, l'imposante présence de la Lune dans le ciel a poussé les hommes à s'interroger sur son origine. D'où vient la Lune? Comment expliquer sa formation? En 455 avant Jésus-Christ, l'érudit grec Anaxagoras a émis une théorie. La Lune serait simplement un rocher qui se serait détaché de la Terre. Cela dit, la plupart de ses contemporains étaient convaincus que la Lune était un dieu, ou bien une grande boule de feu. La théorie d'Anaxagoras n'est pas convaincante. On continue à s'interroger sur l'origine de la Lune, mais jusqu'au XVIIe siècle, on ne disposait d'aucune information intéressante. C'est en 1609 que l'astronome italien Galilée pointe l'un des premiers télescopes sur la Lune et découvre un tout nouveau paysage. Le sol d'un autre monde. Lorsque vous regardez la Lune avec un télescope, elle est très différente de ce que l'on voit à l'œil nu.
Vous vous apercevez alors qu'elle n'a plus du tout l'air plate. On voit nettement sa courbure. Vous pouvez voir les ombres et tous les cratères que l'œil humain ne distingue pas. Cela ressemble vraiment à un nouveau monde et ça saute aux yeux quand on le voit en 3 dimensions. Galilée produit des dessins détaillés de la surface du petit astre. Il établit une fois pour toutes que la Lune est un corps solide et pas un dieu ni une boule de feu. Mais ce pionnier de l'astronomie n'a jamais exposé publiquement ses théories sur l'origine de la Lune. Très vite, il a concentré ses recherches sur d'autres planètes. Ce n'est qu'en 1873 que la première théorie sur l'origine de la Lune, basée sur des preuves scientifiques, est exposée au public. Elle voit le jour dans l'esprit fertile d'un astronome français, Édouard Roche. Roche revendiquait ce que l'on appelle la théorie de la coaccrétion. En gros, elle dit que la Terre et la Lune se sont formées en même temps, à partir des mêmes matériaux. À l'époque d'Édouard Roche, beaucoup de scientifiques commençaient à croire que les planètes s'étaient peut-être formées à partir de nuages de gaz chauds et denses. Ces nuages se sont densifiés et ils ont refroidi. En se condensant, des cercles de gaz se seraient formés et dissociés. Donc, il y a plusieurs anneaux de gaz, comme des cercles concentriques. Ensuite, ces anneaux ont probablement continué à se solidifier pour former les planètes. Roche considérait la Terre et la Lune comme un système solaire miniature. Il pensait que la Terre était une boule de gaz qui s'était refroidie. Elle se serait ensuite contractée en répandant un cercle de gaz qui se serait mélangé pour former la Lune. Mais cette théorie pose problème. Tout d'abord, la Lune a une teneur en fer beaucoup moins importante que la Terre. Si ces deux astres sont issus des mêmes matériaux, leur composition devrait être la même. Mais ce n'est pas le cas. Cette contradiction et d'autres incohérences amènent une équipe d'astronomes à chercher de nouvelles idées pour expliquer l'existence de la Lune. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, des théories plus élaborées voient le jour. En 1873, le scientifique français Édouard Roche explique que la Lune a pu se former à côté de la Terre. Elles seraient toutes les deux issues d'une seule et même nébuleuse de particules et de gaz. Mais cette théorie pose un problème fondamental. La Lune contient beaucoup moins de fer que la Terre. Elle est donc bien moins dense. Ce dont il faut se souvenir à propos de la Lune et de sa composition, c'est qu'elle ne dispose pas d'un noyau de fer comme la Terre. Dans la Terre, il y a une immense zone, à peu près la moitié du volume intérieur de la planète, qui est composée de fer et de ferro-nickel. Ce métal est venu se regrouper au centre de la Terre lorsque sa température était très élevée, au commencement. La Lune, elle, ressemble plus à un bloc de roche. Au départ, les scientifiques avaient établi la masse de la Lune grâce à leurs observations et aux mathématiques. Si la Lune est formée des mêmes matériaux que la Terre, la quantité de fer devrait être la même. C'est le seul point de sa théorie qu'Édouard Roche ne peut expliquer. Mais une autre idée, proche de l'hypothèse de la coaccrétion, est proposée. En 1878, George Darwin expose sa théorie de la fission pour expliquer l'origine de la Lune. Son idée suscite l'intérêt en partie à cause de la renommée de son père. Il est le fils de Charles Darwin, l'auteur de l'origine des espèces. Mais George parvient à sortir de l'ombre de son père. Dans toute l'Angleterre, on le considère comme le grand spécialiste des marées. Grâce à une analyse poussée de la relation entre la Lune et les marées, il conclut que la Lune s'écarte petit à petit de la Terre.
On ne l'avait pas prouvé jusqu'à ce que les astronautes se rendent sur la Lune 95 ans plus tard. Ils ont placé de petits miroirs sur le sol lunaire. On a ensuite envoyé un laser qui se reflétait dans le miroir. Dès que le laser revenait, on pouvait calculer la distance exacte entre les deux points. Et la distance augmente de 3,8 cm par an. Tous les ans, la Lune s'écarte d'un peu plus de la longueur d'un pouce. Si vous passez le film en vitesse accélérée, vous verrez la Lune qui s'écarte progressivement de la Terre. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Darwin s'interroge sur ce qui se passerait si l'on inversait le processus, si l'on rembobinait le film. En remontant dans le temps, la Lune se rapproche. La vitesse de rotation de la Lune et de la Terre ne cesse d'augmenter. La suite logique serait que la Lune fusionne avec la Terre. Elle devrait la percuter. Darwin en conclut que lorsque la Terre était en fusion et qu'elle tournait rapidement sur elle-même, de la matière s'en est détachée. Elle s'est ensuite transformée pour finalement devenir notre Lune. Il entreprend aussitôt de calculer mathématiquement la trajectoire inverse de la Lune jusqu'au contact avec la Terre. Il est resté frustré. Il a réussi à calculer une position où elle se rejoignait presque, mais il n'a pas pu aller plus loin. Les mathématiques ne le lui permettaient pas. Il a remonté le mouvement jusqu'à une époque où la Lune était toute proche de la Terre. Elle en faisait le tour 5 ou 6 fois par jour. Elle tournait à toute vitesse, et la distance qui les séparait était d'environ 8000 km. Quoi qu'il en soit, les mathématiques n'ont pas permis à Darwin de faire entrer les deux astres en contact. Les scientifiques ont débattu sur l'hypothèse de la fission pendant des années. Ils ont finalement conclu que le mouvement relatif entre la Terre et la Lune ne pouvait pas être engendré par la fission. Il aurait fallu qu'elle ait une vitesse de rotation bien trop élevée pour expliquer sa vitesse actuelle. La recherche des origines de la Lune se poursuit. Une nouvelle hypothèse est très vite proposée par un Américain. En 1909, Thomas Jefferson Jackson C. est capitaine dans la marine américaine. Il est en poste à Mare Island, près de San Francisco. Son travail consiste officiellement à contrôler et conserver l'heure légale pour toute la côte ouest américaine. Mais C. est également un scientifique talentueux. Plus jeune, il a étudié l'astronomie. Ce fut l'un des premiers Américains à obtenir un doctorat en astronomie. Il est parti en Allemagne et il a passé une thèse dans ce domaine. À l'époque, on ignorait ce dont il s'agissait. Dans le domaine scientifique, les États-Unis n'étaient pas très actifs au XIXe siècle. C. dispose de l'observatoire de Mare Island et son travail de capitaine lui laisse tout le temps d'élaborer des théories. Il analyse longuement les hypothèses de la coaccrétion et de la fission sur l'origine de la Lune. Mais il n'est pas convaincu. Il développe une hypothèse complètement différente. Elle portera le nom de théorie de la capture. Selon lui, la Lune s'est formée loin de la Terre, dans une autre partie du système solaire. Elle tournait autour du Soleil comme les autres planètes. Elle serait passée trop près de la Terre et aurait été capturée par la gravitation terrestre. Son idée est qu'il y avait un milieu résistant dans l'espace. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il n'en a pas. C. ne parvient pas à expliquer exactement la nature de ce milieu résistant. Il s'agit probablement de petites particules de matière. Malgré tout, il est convaincu que celui-ci n'existe plus.
Sa théorie pour expliquer la capture de la Lune est la suivante. Elle serait venue de l'espace en direction de la Terre. Elle serait entrée dans un milieu résistant, aurait ralenti, et enfin aurait fini par être capturée par l'attraction gravitationnelle de la Terre et aurait commencé par entrer en orbite autour d'elle. C'est un peu comme lorsqu'on fait du saut à l'élastique. On descend et puis on remonte, plus lentement. On redescend et on remonte encore plus lentement. Et finalement, on se stabilise en bas.